Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point sur l'Asie. Collection dirigée par Philippe de Lalande. Dernière parution. Raphaël Gutmann, Entre caste et classe. Les communistes indiens face à la politisation des basses castes, 2010. Changxing Zhao, L'enseignement non gouvernemental en Chine, 2009. Lionel Bachas, Lucide et EJOUHANET, Pierre-Yves TROUILLTET, Conflits et rapports sociaux en Asie du Sud, 2009. Maja ANAZARUK, La prostitution en Asie du Sud-Est, 2009. Anne Buisson, Alphabétisation et éducation en Inde, 2009. Jean-Pierre Cabestan et Tanguy Lepesant, L'esprit de défense de Taïwan face à la Chine, 2009. Chloé SZULZINGER, Les femmes dans l'immigration vietnamienne en France de 1950 à nos jours, 2009. Marc Delplanque, Le Japon résigné, 2009. Alain Lamballe, L'eau en Asie du Sud, confrontation ou coopération, 2009. Stephen DUSOBAUDUIN, Sociostratégie de la Chine, Dragon, Panda ou Chiline, 2009. Michel Pousse, L'Inde et le monde contemporain, Histoire des relations internationales de 1947 à nos jours, 2009. Claude Helper, Corée, Réunification, mission impossible? Quid de l'après Kim Jong-il, 2008. Shi Fanlin, Le tourisme des Chinois taïwanais en France, 2008. Jacques Dupouet, Passeport pour le Japon des affaires, 2008. Agnès Andresy, Le président chinois Hu Jintao, sa politique et ses réseaux. Ouzou, 2008. Christine Lebonte, Le Cambodge contemporain. Quelle perspective de développement compte tenu de la situation politique et économique actuelle? 2007. Philippe de Lalande, Vietnam, dragon en puissance. Facteurs politiques, économiques, sociaux, 2007. Esmeralda LLADSER, Instantané chinois dans le nid du dragon, 2007. Anthony Tao, Dieu et le Tao, 2007. Nilsi de Saint, Mort du père et place de la femme au Japon, 2006. Asie 21 futurible, la Chine à l'horizon 2020-2006. PROCHEAS, Cambodge. Population et société d'aujourd'hui 2005. Lucas Domergue, La Chine puissance nucléaire 2005. Avant-propos. Le présent ouvrage est né d'une rencontre avec un commandant de l'armée populaire, dans les environs de Pokhara, quelques jours après les grandes manifestations de 2006. Un document m'a été remis, je l'ai traduit une première fois, puis annexant une préface trop longue, le tout s'est transformé en un livre sur les propositions du Parti communiste maoïste népalais. Sans signature, faisant référence de manière nominative à plusieurs acteurs du conflit, ce document décrit les initiatives, les réalisations avec leurs succès et leurs erreurs, d'une campagne de collectivisation des terres. Mais aussi et surtout, il démontre la complexité d'une société ouvertement inégalitaire, agencée sur un modèle féodal où l'individu n'a pas ou peu de choix. Les initiatives du Parti des travailleurs feront sourire, frémir, réveilleront notre culture démocratique piquée au vif par des propositions ouvertement oppressives. Afin de relativiser ces élans autoritaires, je tiens à signaler que ces directives, projets de construction d'usines et autres fermages collectifs se sont mis en place dans un contexte de guerre civile au début des années 2000. Sur le terrain, ces propositions sont dépassées par les simples ravages de plus de 10 ans de conflit. La population est fatiguée de la guerre et des potentats. Vainqueurs par les armes et par les urnes, les maoïstes devront répondre à toutes les attentes. Moderniser un pays enclavé entre deux grandes puissances, redynamiser une économie en déroute, transformer un rêve en réalité ou un cauchemar en horreur. Afin de faciliter l'approche du document, je propose au lecteur un éclairage. Celui-ci comprend une présentation géographique et ethnique du pays. Ne pouvant dresser une historicité globale, je me suis attaché à décrire l'histoire du Népal depuis la moitié du XIXe siècle, soit le début du règne de la dynastie des Rana jusqu'à l'arrivée aux affaires des insurgés maoïstes. De plus, il m'a semblé important d'opérer une passerelle descriptive entre la problématique maoïste népalaise et la problématique maoïste indienne, représentée par le mouvement Naxalite. En annexe,
Un lexique, des cartes et une liste non exhaustive de sites internet permettront au lecteur de mieux se familiariser avec ces acteurs politiques issus des monts himalayens. Je tiens aussi et surtout à remercier Mademoiselle Nat V. Sorlin pour ses conseils justes et judicieux, pour son aimable relecture et correction du manuscrit, Mademoiselle Justine Linerd pour son soutien et mon éditeur pour sa patience. Chapitre 1 Brève histoire du Népal. 1. Présentation générale. Plusieurs théories définissent l'étymologie du mot Népal. L'une fait référence au dérivé du mot sanskrit Nepalaya, signifiant Piémont. Une autre piste vient du mot tibétain Nyanpal, qui signifie terre des dieux. L'étude syllabique propose deux mots, né signifiant laine et palmaison. Nep serait également le nom sanskrit désignant un groupe de bergers venant des plaines du Gange et Al, un suffixe provenant du mot Gopal, berger. Enfin, une interprétation plonge dans l'histoire du pays. Un sage dénommé Né serait à l'origine de la première dynastie, apportant sa protection sur la vallée Pala. Les incertitudes demeurent, chaque hypothèse est plausible. Le Népal n'en demeure pas moins une large bande de terre de 800 km sur une largeur de 145 km à 210 km, coincée entre deux grands géants. L'un de 3,2 millions de km², l'Inde, l'autre immense, de 9,5 millions de km², la Chine. Faisant la nique à ces territoires, cette terre abrite la demeure des neiges. L'Himalaya, 9 sommets de plus de 8000 mètres, une centaine de plus de 7000, une muraille de roches de glace. Temple des turpitudes climatiques, lieu de convergence des courants d'air chaud, la mousson y prend naissance. Au pied des montagnes, Katmandou, 2 millions de personnes sur les 28 millions d'habitants dispersés entre les basses terres à 47% et les zones de moyenne montagne à 45%. La géographie du pays est l'une des bases de son identité. Le pivot de son histoire. Les Indo-Népalais peuplent les terres basses tandis que les peuples des montagnes, les Tibéto-Népalais, vivent dans les hauteurs. Ces deux grandes familles de population se subdivisent en une myriade d'ethnies parlant plusieurs dizaines de langues. Ces identités culturelles sont issues d'un isolement géographique maintenu durant des siècles pour les peuples des montagnes et d'un brassage migratoire pour les basses terres. Figure 1, carte physique du Népal, source SIA. Au Moyen Âge, venus d'Inde et fuyant les invasions mongoles, les Indiens ont importé un modèle de société, l'hindouisme avec les castes, une division de la population en 4 groupes majeurs, du plus pur au moins pur. Les prêtres et enseignants forment l'élite Bahin, brahmine. Viennent ensuite les guerriers et agriculteurs Kshétris, puis les commerçants Vaisya, les Sudras, qui pratiquent les petites professions et enfin les Dalis, accomplissant les métiers dits impurs, forgerons, coiffeurs, cordonniers, etc. Cette hiérarchie sociale impose un déterminisme, l'on naît, l'on vit et l'on meurt dans sa caste. Certes, un changement économique peut advenir mais pas un changement de caste. Les femmes, elles, sont de facto considérées comme intouchables. Les lois népalaises de 1964 abrogent de telles pratiques. Dans les faits, elles sont peu appliquées même si la Constitution de 1990 les renforce. Ce système indien de hiérarchisation sociale est agrémenté d'une hiérarchisation ethnique, dans laquelle les peuples minoritaires des monts himalayens Janajati sont considérés eux aussi comme intouchables. 56,4% de la population se reconnaît dans cette stratification religieuse. 35,5% est hors système, classifié comme animiste ou bouddhiste, tandis que 8,1% est d'une autre confession, musulmane, chrétienne ou autre. Les hautes castes sont présentes dans les pôles urbains à hauteur de 30%. Elles occupent tous les postes clés. Ce clivage social existe aussi d'un point de vue linguistique. Il n'y a pas un Népal mais des Népals avec des religions, des cultures, des langues, des territoires propres. La première impression lors d'une visite à Katmandou est la disparité des visages, du type le plus mongol au plus caucasien. La langue officielle n'est parlée que par 45% de la population. Le népali n'a aucun lien avec le Newar, qui n'a aucun emprunt au tibétain et ainsi de suite pour les 32 langues estimées. La répartition de ces différentes populations s'effectue par un morcellement géographique. 5 grandes régions se dessinent, l'extrême ouest, le centre-ouest, l'ouest, le centre et l'est. Cette division sommaire se partage en 14 zones nommées Anchal, qui elles-mêmes se divisent en 75 districts. 2. La dictature des premiers ministres. Formée de petits royaumes jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle,
l'unité politique se fait autour de la Prithvi Narayan Shah. Roi de Gurkha, il employa son règne à créer un État unifié pouvant faire face aux menaces de la Chine et des Indes britanniques. Son succès fut aidé par une volonté affirmée de réforme agraire, une réorganisation de son armée et le contrôle stratégique des routes commerciales. En 1768, les villes les plus importantes du futur royaume tombent entre ses mains, suivies de Katmandou, Patan et Badjain l'année suivante. Sa descendance n'aura de cesse d'imposer la suprématie de la couronne népalaise. Considérée comme l'incarnation du dieu Vishnu, la dynastie royale hindoue de la famille Shah s'imposera durant 240 ans. L'armée chinoise reconquéra une partie de ses anciens territoires. Les Britanniques, eux, entérinent tout élan expansionniste avec le traité de Ségoulie en 1816. 2/3 des territoires précédemment annexés sont restitués. Un an plus tard, la monarchie passe sous tutelle britannique. En ce milieu du XIXe siècle, le royaume du Népal est dirigé en sous-main par une reine adultérine. Un premier ministre fantoche, Fateh Jang Chotaria, parade. Le 14 septembre 1846, l'amant royal Gagan Singh est assassiné. Cette tragédie amoureuse va être lourde de conséquences. L'histoire du Népal bascule. Le sanglant massacre de Kot va débuter. Ivre de chagrin, la reine ordonne à un officier Jung Bahadur de convoquer toute la noblesse au palais des Armoiries, Kot Palace. Plus de 100 aristocrates répondent présents. La favorite du roi hurle sa peine. Dans un excès de rage, elle fustige le représentant de la famille Pande. Et ordonne au commandant de la garde de l'exécuter sur le champ. Ce dernier s'y refuse, la colère est à son comble. Le Premier ministre épaulé du jeune officier Jang Bahadur, 4e dans la hiérarchie royale, s'en vont contenir le désespoir royal. Adbiman Singh lui tourne le pas. Comme il vient de réfuter l'ordre de tuer le leader de la famille Pande, les armes se font voir. Blessé, il parvient à hauteur de la garde. Les mots sont vifs, personne ne doit quitter l'enceinte. La troupe encercle l'édifice. Un cri terrifiant se fait entendre. D'un coup de baïonnette, Adbiman Singh est transpercé. Avant de mourir, il hurle le nom du coupable, Jang Bahadur. Les armes sortent, les mèches à mousquet sont allumées. La crème de l'aristocratie est décimée. 80 personnes perdent la vie. Certaines réussiront à s'enfuir en escaladant les murs, en se faufilant entre les grilles. Le lendemain, le roi absent de la tuerie nomme le seul candidat au poste de Premier ministre, Jang Bahadur Rana. Une grande purge commence, 6000 nobles quittent le pays. Les Rana ont pris le pouvoir pour 100 ans. En sursaut de désespoir, la reine, avec l'appui de quelques fidèles, prépare un coup de force. Les informations remontent au Premier ministre. Elle et son mari sont mis aux arrêts, ses suivants exécutés. Le couple royal prend le chemin de l'exil. En 1847 à Bénarès, une ultime tentative de restauration est complotée. Des espions ont vent de ses velléités, le roi est officiellement destitué. Son fils, maintenu en détention depuis 1 an, est couronné et assigné à résidence jusqu'à la fin de ses jours. La voie est libre pour Jang Bahadur Rana, l'opposition est contenue. Un monarque de son choix est sur le trône, sa famille contrôle les affaires du pays. En 1850, il s'embarque depuis Calcutta pour l'Europe. À son retour, l'autocrate importe le néoclassicisme et les épaulettes. Sa rencontre avec la reine Victoria ne fut pas des plus harmonieuses. La reine dut se plier aux exigences d'un chef d'État, d'une escorte de 22 chevaux et 19 salves de fusils. Cet hôte de marque s'interroge, s'émeut de la puissance britannique et réalise que toute résistance sera très difficile. Sa visite à Paris confirme son admiration pour l'efficacité militaire européenne. Il comprend les jeux diplomatiques des puissances occidentales. Il affine la stratégie de son futur règne. En proie à des soubresauts révolutionnaires, la couronne britannique fait appel au despote. L'autocrate se montre présent et envoie un soutien de 9000 hommes pour mater l'insurrection des Sipahs de 1857. L'Angleterre sera l'un des plus forts soutiens de la dynastie et peut-être l'un des seuls. En considération des services rendus, la reine Victoria décide de distinguer Jang Bahadur de la Victoria Cross à Calcutta. Malheureusement, la cérémonie ne suit pas le protocole. 17 salves de fusils sont tirées.
Le représentant de la couronne britannique lui appose la médaille de la main gauche, tout en désarmant le dictateur de ses 2 pistolets. De retour à Katmandou, furieux, Jang Bahadur réclame des excuses. Si ces dernières ne s'exécutent pas, il se verra obligé de retourner la médaille. Le despote vient de consolider son autorité. Le Népal se referme. Seuls quelques hauts dignitaires sont invités à des parties de chasse dans le Térail. Le représentant anglais ne peut dépasser la vallée de Katmandou. La légende rapporte que des espions britanniques d'apparence indienne se déguisent en moines bouddhistes pour aller plus en avant dans le pays. En 1851, le roi sans couronne crée sa propre chambre des lords et constitue un nouveau code législatif sous l'appellation Muluki I. Regroupé en un ouvrage, la conduite politique, sociale et culturelle de tout Népalais se trouve régentée. Simplifiant l'interprétation des textes religieux, du Dharma Sastra, les conduites intercastes sont définies dans la vie quotidienne. Discriminatoire et impartial, ce code fut une avancée, pour un système où le bon vouloir prévalait sur toute forme de justice. L'intégrité des juges est réglementée, tout abus de pouvoir est sanctionné. Les peines de prison ou la confiscation des biens prennent le pas sur les châtiments corporels. La pratique de la torture est interdite. À titre d'exemple, un brahmine ne pourra recevoir un châtiment corporel tandis qu'un autre coupable de basse caste sera décapité pour un crime identique. Le Muluki I divise la société en 2 grands types de sujets, les Tagardaris et le reste, les autres, les Matwalis, les basses castes. Les 2 tiers de l'ouvrage s'appliquent à définir principalement des interdits sur les contacts physiques, a fortiori sexuels entre les castes. Afin de lever un de ces interdits, un décret royal reconnaît la dominance de la famille Kunwar Rana. Le Premier ministre est sacré Maharaja des districts de Kaski et de Longdiong. Il obtient ainsi le titre de 3 Sri et est porté avec sa famille, au 2e cercle de la famille royale. Des liens de parenté peuvent s'établir entre les 2 familles. Le roi conserve son titre de suprême Maharaja avec 5 Sri, en prévalence à son statut divin. Tout contact hors du premier cercle royal se doivent d'avoir l'approbation écrite du Premier ministre. Les lectures et autres divertissements sont soumis à une censure. Afin de forger une alliance durable avec la monarchie, 2 des filles du dictateur se marieront avec un membre de la famille royale. Quelques années plus tard, l'enfant issu de cette union sera couronné. Le Premier ministre détient la quasi-totalité des pouvoirs. Autorités administratives, civiles et militaires, de politique nationale et étrangère, ainsi que le droit de paix et de guerre. Toutefois, certains aspects diplomatiques sont gérés par l'administration britannique. Désirant clarifier les modalités de sa descendance, Jang Bahadur Rana va codifier son propre mode de lignage avec le Roll of Succession Act. La transmission se fait de frère cadet à frère cadet ou à neveu s'il n'y a pas de mâle. Conformément à ces dispositions, son frère lui succède en 1877. Moins entreprenant, Ranodip Singh devra faire face à une décennie d'intrigues et de complots. La mort du roi Surendra Bikram complique sa position. Il fait couronner Prithvi Bir Bikram Shah, âgé de 6 ans. Les descendants de Jang Bahadur ne cessent de contester la légitimité de Ranodip. En 1881, son neveu Bir Shamshur Rana l'assassine. Le pays est dirigé d'une main de fer. Tous les prétendants sont exécutés ou emprisonnés. Le calme revenu, une politique de grands travaux commence. L'eau courante est installée à Katmandou, le pont de Kullerani est construit, le palace s'orgueillit de la première école de langue anglaise. Si l'accent est mis sur l'instruction, elle n'est accessible qu'à une très faible partie de la population. Les Rana forment leurs élites. Dev Shamshur Rana, successeur de Bir Shamshur Rana, restera au pouvoir 4 mois. De grands desseins sont mis en place. L'émancipation des femmes esclaves, la création d'un réseau d'écoles de langue népalaise appelé Bata Patiala. Pourvoyeur de grandes idées, il se lancera dans une campagne anticorruption. Féru d'images animées, il organise des projections au palais. Tous les jours, il fait tirer le canon à midi. Ses élans, son caractère prodigue inquiéteront son entourage. Il sera démis de ses fonctions par ses frères, puis éloigné en Inde. Encore aujourd'hui, ce Premier ministre Rana est perçu par de nombreux Népalais comme un précurseur de la démocratie. Malheureusement, son successeur, Chandra Shamshur Rana, endossera le costume de l'autoritarisme.
Porté au pouvoir en 1885, l'un des grands chantiers de ce début de règne se situe sur le front diplomatique. La tentative d'incursion britannique du colonel Youngus Band en territoire tibétain, à la faveur de Katmandou. Ce choix diplomatique s'inscrit dans une révision des relations avec Beijing. Lié par le traité de 1792, le Népal se devait tous les 12 ans de faire une visite de bienveillance en Chine. La guerre civile pose l'embarras. Sur le conseil des Britanniques, Katmandou se refuse d'effectuer le voyage. Le Népal fait un pas de plus vers son entière souveraineté. À Katmandou, le roi meurt. Tribhuvan Shah est intronisé à l'âge de 5 ans. Un an plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Près de 100 000 Népalais vont combattre en France pour la couronne anglaise, plus de 200 000 serviront dans les colonies britanniques. Réputés pour leur loyauté et leur acharnement au combat, les conscrits Gurkhas s'illustrent par leur vaillance. En révérence à ce geste, une dotation annuelle à perpétuité d'1 million de roupies est offerte à la couronne népalaise. L'envoyé anglais est transformé en résident. Le traité de Ségouli se voit révisé. Outre certains pans de sa politique étrangère, Katmandou a l'entière responsabilité de ses affaires intérieures. C'est sur ce front que de grands changements vont s'opérer. La première université est inaugurée, le Trichandra College. Une série de lycées sont construits dans les grandes villes du pays. La crémation de l'épouse conjointement au décès de l'époux est interdite. Ce vent de réforme s'accompagne de l'abolition de l'esclavagisme en 1923. 50 000 d'entre eux sont rachetés à hauteur de 3,7 millions de roupies à leurs propriétaires. Dans la continuité de ses prédécesseurs, la politique des grands travaux continue. Une centrale hydraulique est construite, Katmandou est électrifié en 1921. Le Népal, dans son isolationnisme, entretient des liens très privilégiés avec Londres. George V puis Édouard VII ne manqueront pas d'y faire escale. Désirant éviter toute querelle de succession, une révision du Roll of Succession Act est entreprise. Divisé en 3 classes, le pouvoir Rana se transmet ainsi. La classe A de descendance directe peut entretenir des relations avec les hautes castes. Ils sont les seuls à pouvoir assumer les plus hautes responsabilités de l'État. La classe B, née de seconde couche, peut interagir avec les hautes castes mais il leur est interdit de partager un bol de riz, ses membres ne détenant pas les mêmes prérogatives à gouverner. Enfin, la classe C, née d'épouses de caste inférieure, ne peut pas fréquenter les hautes castes. Seule la classe A est apte aux plus hautes fonctions civiles et militaires. Les enfants issus des classes B et C ne peuvent être premiers ministres. Leur responsabilité militaire s'arrête au grade de colonel. Ce renforcement du statut des Rana du premier cercle va dans un premier temps évincer tous les risques de conspiration mais susciter rage et envie. Chandra Shamshur Rana dirige le pays durant de nombreuses années. Il tente une ouverture sur la modernité, impose l'eau courante, suscite la création du premier journal mais maintient une politique isolationniste. En 1929, il s'éteint. Durant 33 mois, Bhim Shamshur Rana va régner avec 2 priorités, la poursuite des réformes et la répression. Ses nombreux voyages en Europe et en Inde le comblent d'honneur. Sa diplomatie porte le pays au bord de la guerre avec la Chine et le Tibet. Une solution est trouvée grâce à une médiation anglaise. Sur le plan intérieur, de nombreux incidents illustrent sa politique d'autocrate. Mr. Tulsi Meir se rendit en Inde. Un concours de circonstances l'amena à fréquenter le sillage de Gandhi. De retour au Népal, il lance dans la vallée de Katmandou une campagne du rouet identique à celle de Gandhi. Son initiative est jugée dangereuse, il est arrêté et jugé pour trahison. Quelques mois plus tard, des jeunes gens décident d'ouvrir une bibliothèque, ils obtiennent les autorisations royales. Un courtisan les observe, rapporte au souverain qu'une bibliothèque est un outil de grande subversion. 45 personnes sont arrêtées, la moitié du revenu des amendes revient aux courtisans. Ces pratiques provoquent une contestation organisée, sous l'appellation d'un parti clandestin, le Prachanda Gorkha. Très vite, les services de sécurité interpellent les meneurs. Emprisonnés, fouettés, torturés, ils sont condamnés sans ménagement à la prison à vie, exposés à la foule dans des cages de bambou. De nombreuses autres histoires ponctuent son règne. Son petit-fils est soupçonné de préparer un attentat alors qu'il achetait des médicaments. Ces réformes, elles, restent importantes.
Il supprime l'impôt sur le sel et sur les cultures maraîchères et encourage la culture du coton. L'accès à l'eau courante s'intensifie à Katmandou. En 1931, il ordonne la suspension des exécutions capitales et meurt en septembre 1932. Son frère, Judah Shamsher Rana, est lui un amoureux des animaux et de la nature. Il abdiquera en 1945 pour se ressourcer dans les forêts. Son autorité s'étale sur près de 13 ans. Une catastrophe naturelle sans précédent augure son entrée en fonction, le tremblement de terre de 1934. 8 519 morts, près de 15 000 blessés graves, environ 27 740 édifices endommagés. 3 millions de roupies sont alloués à la reconstruction, sous forme de prêts remboursables à taux zéro. La créance est annulée quelques mois plus tard. Son arrivée au pouvoir suscite convoitises et complots. À l'instar de ses prédécesseurs, il modifie le Roll of Succession Act. Les Rana de classe C sont nommés en province, puis évincés de la succession. Une alliance se crée entre la vieille aristocratie déchue et les Rana de basse extraction. Il n'empêche qu'une politique de réforme est maintenue. La première banque népalaise ouvre ses portes. L'accent est mis sur le nerf de l'économie, l'agriculture. Un comité d'experts est constitué pour définir les orientations d'une politique agraire nationale. L'industrie naissante va se renforcer. 21 usines de transformation de matières premières sont construites. Des projets hydroélectriques fleurissent. L'exploitation des gisements miniers s'organise avec le Himalayan Minor Syndicate. L'affranchissement postal du royaume est reconnu par les pays tiers. Une monnaie népalaise est frappée. L'éducation devient aussi une priorité. Un diplôme de fin d'études est institutionnalisé. The Matricule Examination. La langue népalaise est enseignée dans les universités indiennes. Sur le versant diplomatique à la fin des années 30, Judah Shamsher Rana est très courtisé pour ses soldats. Hitler le reçoit, lui offre une longue vue et une voiture. Cet appel du pied sera vain. Les régiments de Gourkha resteront dans le camp des Alliés. 10 d'entre eux recevront la Victoria Cross. Les liens avec la couronne britannique sont forts mais l'empire s'effiloche, les idées indépendantistes indiennes pointent. Judah Shamsher Rana crée un bureau de préservation des forêts. Toutefois, ces réformes ne vont pas se conjuguer avec une démocratisation de la société. En 1941, sur Indira Chowk, un homme prend la parole, il fustige l'autocratie. Quelques minutes plus tard, lui et ses 3 camarades sont arrêtés. Dharma Bhakta, Sukraraj Chatri, Dasaraj Chand et Ganga Shrestha seront pendus pour cette impudence à Teku Road. Une grande vague de répression débute. Ce jour de janvier 1941 est célébré aujourd'hui sous le nom Democracy Day, en mémoire de ces 4 martyrs. En 1945, Judah Shamsher Rana appose lui-même sa couronne sur la tête de Padma Shumsher Rana. Quelques jours plus tard, il se retire à la campagne, loin de la folie des hommes et du pouvoir. Le nouveau Premier ministre libéral, Padma Shamsher Rana, est l'instigateur d'une ouverture politique sous l'intitulé « Government of Nepal Constitution Act ». Rédigée avec l'appui de ressortissants indiens, cette constitution définit un système bicaméral. La première chambre est exclusivement nommée par le Premier ministre, tout comme la précédente assemblée. La seconde, elle, est contrôlée en grande partie mais laisse une ouverture sur la vie civile. Leurs décisions ne sont que consultatives, elles sont révocables à tout instant. À cet assouplissement vient se greffer la constitution d'un cabinet de 5 membres, dont 3 sont nommés par l'autorité et 2 autres élus, par le corps législatif. La vie civile s'ouvre sur le système de tradition indienne des panchayats. Cette refonte des pouvoirs irrite nombre de Rana, qui dans leur catégorie de classe C, voient leurs prérogatives s'effriter. Effective en 1950, la nouvelle constitution est abolie en 1951. 3. La chute des Rana, un nouveau pas vers l'absolutisme. La révolte gronde. Le Premier ministre, Padma Shamsher Rana, est destitué en 1948. Un nouveau Premier ministre est nommé, Mohan Shamsher Rana. En cette période turbulente, le roi Tribhuvan, descendant direct du roi Prithvi Naregan, unificateur du Népal, refuse de signer les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.